Bien le bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous voyez peut-être au décor actuel, nous ne sommes pas au studio, nous sommes peut-être même pas en France, nous sommes actuellement au Japon, à Tokyo, en direct du Japon, ou pas vraiment, parce que voilà, exceptionnellement pour cette émission et la prochaine, nous serons en différé. Voilà, vous comprendrez qu'avec le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué. Donc on sera exceptionnellement en différé. Déjà, je suis entouré par de bien belles personnes, à commencer par Jean-François et Thomas, C'est nous les que belles vous connaissez personnes. déjà. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Salut, ça va? Mais pourquoi on est en différé? Alors j'ai pas Ouais. compris moi en Parce fait. que là, il Parce est qu'il y a l'heure. 8 heures de décalage. Ah, on n'est pas en France alors. On n'est pas en France, on est à Tokyo. Pourquoi on est à Tokyo? Enfin, pourquoi vous êtes à Tokyo, messieurs? Ah bah parce que c'est le moment d'aller convaincre plein de gens de venir à Japan Expo pour l'année Les prochaine. invités, les exposants, les Non. partenaires. Au-delà d'être à Tokyo, on est carrément chez nos amis de Bailly, Voilà. qui nous ont prêté la salle. Merci Bailly. Qu'on Bailly by remercie. Binos d'ailleurs. Hop. Exactement, Bailly, qui est un service de proxy. Vous pouvez commander voilà, vos merch japonais Voilà, en des tout genre. figurines Slam Dunk, Par exemple. des mangas de Tetsuya C'est Chiba. ce que tu as acheté, quoi. Chut. D'accord. Trouve de tout. Et on les remercie d'autant plus parce qu'ils vous offrent 10% de remise sur le premier paiement sur le site. Voilà, vous avez le lien dans le chat. Donc, Vous n'hésitez créez pas. votre compte. C'est ça, il faut créer un compte, c'est pour le premier achat, donc allez-y, foncez, franchement c'est le top, et profitez bien de cette réduction pour vous faire plaisir. À ma gauche, nous avons Mehdi Awishawi, Salut. animateur français au Japon. Déjà, bonsoir, bonsoir Mehdi. Salut à tous, voilà, je suis animateur 2D, je travaille pour différentes productions au Japon. Ça va, tu vas bien? Je vais très bien, un peu le rush en ce moment mais ça va. Du coup Mehdi, toi ça fait maintenant un petit moment que tu es au Japon? Ouais, là je suis revenu depuis environ 1 an et demi. Ouais. Ouais, parce que pendant le Covid, tu as dû revenir en France. On s'est vu en France pendant cette période, ouais, effectivement. Et ouais, c'est vrai que là je suis revenu depuis une petite année et demie et ça va, le travail Tu enchaîne. bosses bien hein, en ce moment. Ouais, là c'est un peu le rush là. Globalement, on va parler un petit peu de toi plus en détail dans quelques minutes, mais c'est quoi un petit peu les projets sur lesquels tu as bossé là dernièrement qui sont sortis? Peut-être qu'on peut avoir. Et ceux dont tu as le droit de parler. Voilà, Évidemment. pour l'instant... Alors tu nous fais une Tom Holland. Exactement. Non, mais pour le moment, en fait, de ce que j'ai travaillé qui est sorti, il n'y a pas grand-chose. Il y a peut-être My Hero Academia qui est sorti, mais ça s'est fait presque 1 an. Mais sinon, dans les choses récentes, il n'y a rien qui est encore sorti. Tu as travaillé sur Ranking of Kings du coup récemment. Exactement. Donc là, c'est la deuxième saison, la nouvelle saison C'est ça. qui est sortie récemment. Donc pour retrouver certains de tes travaux sur. Exactement. J'ai travaillé sur 2 épisodes et sur l'opening. C'est ça, qui est excellent d'ailleurs. Et tes cuts sont particulièrement bons. Donc je crois qu'on peut voir ça. Tu les as partagés sur tes réseaux sociaux. Exactement. On peut retrouver mes cuts partagés sur les réseaux sociaux. Donc Ça tombe le bien. Working Progress. Mehdi Awishawi sur Instagram, Twitter, tout ça. Exactement. N'hésitez pas à aller checker ses comptes pour suivre ses travaux. De votre côté, messieurs, vous étiez récemment à Osaka, à Kyoto, pour le boulot, et c'est l'occasion du coup de nous en parler un petit peu plus en détail. On a pu visiter le chantier, de l'exposition universelle et c'était un moment très très impressionnant. On nous a mis sur un belvédère en hauteur là et on avait une vue sur tout le polder, sur toute l'île artificielle et on voyait les morceaux. Ça faisait un peu comme comment ça s'appelle le truc là en construction dans Star Wars. L'étoile noire. L'étoile noire, il y avait plein de constructions partout, et dont le grand ring là qu'ils sont en train de construire et qu'on voyait de loin. On aurait bien aimé voir de plus près. Et on a découvert du coup que tout l'anneau en fait va être entièrement en bois. C'est toute une structure en bois. On va pouvoir marcher dans la structure et être à l'abri. Et on va aussi pouvoir monter sur le toit en bois de la structure pour pouvoir admirer l'exposition Et- d'en haut et la mer de l'autre côté. Donc Et ça ça a fait l'air 2 d'être un truc kilomètres. chouette, quoi. Il y a une partie, il y a un arc de cercle du ring qui est dans la mer directement. Et a priori, de là-haut, on devrait avoir une vue sur l'océan absolument hallucinante, quoi. C'est où ça d'ailleurs, pour ceux qui voudraient peut-être s'y rendre quand ça sera ouvert Alors à Osaka, comment s'appelle le coin là-bas? Takeshiba? Non, c'est un truc comme ça. Takeshiba. Oui, Non. oui, c'est.
Faudra suivre l'exposition universelle qui s'appelle Exposition universelle Osaka, Kansai, Japan. Ok. Donc globalement, c'est dans les alentours d'Osaka. Et on vous laissera vous renseigner un peu. On aura on peut-être voit de l'autre l'occasion, côté, on voit Kobe, on voit le studio Universal Japan et on voit l'aéroport, le Kansai International Airport. Bon, en tout cas, de ce que vous nous dites, ça promet du très très lourd. Ça risque d'être vraiment beau. Et on me dit Dans le raid. Yumemi. Yumemi. Très bien. Donc l'expo universelle, très bien. Osaka, Kyoto, là, qu'est-ce qu'on a fait d'autre un petit peu L'expo universelle, parce qu'il y a les studios Universal. Le studio Universal, l'expo universelle. Universel. Et le studio Universal, d'ailleurs, juste à côté, il y a une super attraction Godzilla. Ils ont fait tout un univers, mini-parc Godzilla, etc. J'ai pris quelques images. Alors je ne sais plus exactement comment ça marche, parce que j'ai vite fait regarder. Je ne sais pas s'il ne faut pas avoir un ticket Universal Studios, effectivement, pour aller à la Godzilla Experience. Peut-être pas. J'ai pas eu l'occasion de tester, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai vu des images de gens qui... Tu descends en tyrolienne, en fait, et tu atterris directement dans la bouche de Godzilla. Ouais. Ça doit être assez sympa. Et si tu te trompes, t'es digéré. Faut pas se manquer. Mais ouais, après on a vu pas mal d'institutions parce que comme disait Jean-François tout à l'heure, on est en train de voir si on peut pas préparer pour 2024 justement par anticipation de l'exposition universelle en 2025 quelque chose sur le festival avec la ville d'Osaka. Donc on a rencontré pas mal d'institutions, on a aussi rencontré pas mal de gens à Kyoto. Donc, parce que Kyoto est juste à côté d'Osaka, donc on en a profité. Moi, j'ai été faire un petit coucou à nos amis de Kyoani, parce que c'est vrai qu'avec la pandémie et tout ça, on avait perdu un peu contact et on a pu reprendre contact avec les gens de Kyoto Animation et aussi du Kyoto International Manga Museum. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion d'aller visiter, mais c'est vraiment un truc à faire. Ouais, et il faut aller au café. Au café à côté, ouais. En fait, à côté du muséum, c'est juste ouf. Le musée invite régulièrement des auteurs pour quand ils font des expositions sur certains auteurs. Les auteurs sont invités. Et du coup, la tradition, c'est que l'auteur va faire une signature dans le café à côté. Donc en fait, les murs sont remplis de... Il y a même du Moebius, ça va loin. Le café a vécu, quoi. Donc c'est super sympa. On a pris aussi quelques vidéos. Je ne sais pas si on les montrera là, mais à un moment donné, ça apparaîtra sur les réseaux sociaux. C'est ça, donc voilà, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Japan Expo pour voir tout ce que vous avez pu potentiellement voir de vos propres yeux à Kyoto, Osaka, mais aussi à Tokyo, parce que ça fait quelques jours aussi que vous êtes arrivé à Tokyo. Tokyo, la capitale, vous la connaissez très bien, parce que ça fait un petit moment maintenant que vous venez régulièrement. Là, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous dans les premiers jours à Tokyo? Beaucoup de rendez-vous, j'imagine, beaucoup de réunions. Les premières journées là ont été très intenses, remplies de rendez-vous, généralement de 9h à 22h, quoi, voire 23 ou plus. Donc c'est des journées assez intenses où là, comme on n'a plus de bureau, c'est vrai qu'on se déplace aussi beaucoup dans Tokyo. Donc on fait 1 heure de rendez-vous, 3 quarts d'heure de déplacement, 1 heure de rendez-vous, 3 quarts d'heure de déplacement. Et on enchaîne. On fait péter la Suica. Voilà. On enchaîne entre les gens qui étaient là cet été et avec qui on vient faire un débriefing et les gens qui voudraient être là l'été prochain et à qui on vient parler de comment ça se passe. Ok, donc ça se passe plutôt bien pour le moment pour vous. Des premiers rendez-vous, des premiers retours que vous avez. Des gens qui étaient venus sont contents d'être venus. Les gens qui étaient venus sont très contents d'être venus. Il y en a beaucoup qui veulent revenir, donc ça c'est très bonne nouvelle. On a rencontré pas mal de gens qui ont prévu de venir et qui n'étaient jamais venus. Donc c'est pareil, ça va apporter à la nouveauté du festival aussi. Aussi bien des entreprises que des artistes. Donc il y a, là, dans les 15 prochains jours, il va y avoir une foultitude de rendez-vous pour préparer à la fois... finaliser Japan Expo Sud, parce qu'on est plutôt sur Japan Expo Sud sur la finalisation, parce que Marseille c'est du 8 au 10 mars, donc c'est bientôt. J'ai un repas demain soir pour faire signer des contrats, normalement. Voilà. Et comme les Animaniacs.
Et, et à côté de ça, effectivement, on est en train de... On a pas mal de gens qui nous ont contactés en fait dès le mois de septembre ou même avant pour venir à Japan Expo Paris. Et on a échangé avec eux par mail, mais c'est très important, notamment aussi dans la culture japonaise. Ils aiment bien rencontrer les gens avec qui ils travaillent. Donc c'est très important de venir les voir, parfois aussi les rassurer parce qu'ils voient physiquement qui on est. On les rassure sur leurs questions, parce que des fois ils ont des questions toutes bêtes de comment ça va se passer, est-ce que les gens vont être intéressés par ce que je fais, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on fait. Là, on les prend un petit peu par la main pour finaliser tout ça et les rassurer sur le fait qu'ils sont attendus. Puis là, il y a quelques rendez-vous faits et à venir qui présagent, notamment au niveau exposant, des produits bien sympas et bien exclus. Donc, on en parlera au fur et à mesure des émissions, hein, parce qu'on peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir achevé, pelé, mis au cuir et transformé en manteau pour le faire porter par Ilias. Mais il y a des choses, si ça se confirme, ça va vous donner des belles choses dans les allées. Écoutez, on croise les doigts pour que ça se fasse au plus vite pour Japan Expo Paris, mais aussi pour Sud, parce que tu disais, il y a Sud qui se conclut aussi et qui arrive très vite. Autre chose, je voulais parler de Grendizer U, il me semble, Jean-François, c'est l'occasion, Ah bah non, si tu veux. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on a fait Au Japon. Bah, t'as regardé. Et qu'est-ce qu'on a fait au Japon? Bah, effectivement, il y a eu le nouveau trailer de Grendizer U, donc la série qui est un remake de Goldorak, parce que je pense pas que ça soit la suite, vu ce qu'on en a vu pour le moment. Bah, moi, en fait, je suis un peu triste du design qui rajeunit beaucoup tout ça, mais c'est plus dans les standards actuels. Donc si ça peut conquérir une nouvelle génération, je trouve ça intéressant. Après, j'avoue que le robot, il me plaît pas mal. Il a des petits problèmes de jambes, mais sinon dans son design, c'est plutôt bien. Et de ce que j'en ai vu quand ça bouge, je pense que je passerai un bon moment. Le robot, il a changé. Ah bah Goldorak, il était modernisé, mais pas comme dans Grendizer Giga ou dans certains trucs qu'on a vus récemment. Il a un look qui est quand même assez proche, même si plus moderne, de ce qui existait. J'avais un peu peur qu'il parte dans des trucs vraiment très éloignés, mais non, au final, c'est pas trop mal. Et en plus, dans ce trailer-là, on voit d'autres robots qui semblent être quand même des références à des choses de l'univers de Goldorak que les fans de ma génération qui auraient lu le manga par exemple peuvent connaître et qui seraient intégrés dans l'histoire. Donc je suis très impatient de voir la suite. Pour le coup, Yoshiyuki Sadamoto, ça devrait te parler à toi qui est grand fan d'Evangelion. Je sais qu'il est sur le projet. Il a fait les personnages et c'est vrai que Actarus, qui était pour moi un personnage d'une trentaine d'années, on va dire, assez mature, etc. Là, se retrouve un peu plus en mode Shinji, j'ai 16 ans, quoi. Donc ça me perturbe un petit peu, mais Goldorak. Bah oui, Actarus, il a 16 ans. Et il est tout jeune, et Koji Kabuto est du même acabit, donc c'est vrai que ça rajeunit beaucoup. Ah, mais ça va être bien pour les nouvelles générations, ça. Il faut de toute façon. Hein. Maintenant, il faut voir comment ça va bouger une fois que tout ça sera vraiment animé, parce qu'un trailer, des fois, on peut nous faire un super truc, et derrière, il se passe rien, et inversement. Des fois, il y a des trailers qui laisseraient penser que le film va être nul, et en fait, c'était des tueries. C'est vrai, ça m'a dit qu'il y a certains trailers de séries d'animation qui sont du coup produites que pour le trailer. C'est de la pré-production, enfin produite juste pour le trailer. Et ça se retrouve jamais. C'est des images qu'on ne retrouve jamais dans la série. Ça, je t'avoue que j'ai pas connaissance de ce phénomène-là, mais c'est possible que ça existe. Je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, ça a existé, hein, parce qu'il y a, on voit même par exemple sur certaines séries carrément des épisodes complets qui ont été faits, des pilotes qui ont été faits et qui ne seront jamais utilisés en l'état dans la série, parce qu'ils n'ont pas convaincu suffisamment. Ils ont convaincu suffisamment pour que la série ait lieu, mais en disant alors oui, mais il faut changer ça. Par exemple sur Cobra, qui est un domaine que je connais bien, il y a un épisode pilote qui est disponible dans le coffret DVD en France et qui n'a pas grand-chose à voir. Non, il existe en bonus de toutes les sorties, mais il n'a jamais été diffusé à la télé, par exemple. Bah, c'est cool qu'il soit disponible quand même dans un coffret. Ça, Oui, il n'est pas passionnant, mais c'est pour bonus, quoi. En plus, c'est toujours bien d'avoir du Cobra qu'on ne connaît pas. Toujours.
Messieurs, à part ça, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez rajouter sur le C'est début? toujours frustrant parce que oui, enfin, il y a plein de choses, mais pas signé quoi, concrètement. Donc, on peut vous dire que ça chauffe dur, on peut vous dire que les Japonais sont méga motivés, que du coup, nous, ça nous encourage et ça nous rassure sur le fait que la prochaine édition, elle va être forte. Mais on vous a déjà dit beaucoup de choses en fait. Donc si vous écoutez bien dans tout ce qu'on a dit, il y a des signes de ce que vous aurez dans le prochain. Il y aura quand même des annonces aujourd'hui. Il y aura des Ouais, annonces. on va quand même faire des Donc petites voilà, annonces à restez la bien fin. jusqu'à la fin de l'émission pour en profiter. Avant cela, Mehdi, on va profiter de t'avoir parce que tu vis au Japon et on peut pas t'avoir tout le temps. Donc on va pouvoir parler un petit peu de L'individu toi, mystère. de ton travail. Donc c'est parti, c'est le jingle invité. Mehdi, ah oui, tu es animateur français au Japon. Vous n'êtes pas beaucoup, hein, notamment qui vit au Japon en tout cas, vous n'êtes pas tant que ça. Je pense que ça va tendre à évoluer au fur et à mesure, mais oui, on pour va l'instant, on pouvoir, n'est pas encore beaucoup. On va pouvoir en parler, on va pouvoir parler de ce sujet et plein d'autres sujets te concernant ce soir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous et merci de t'être déplacé alors que il est un peu tard quand même au Japon à l'heure où on tourne. Donc c'est très gentil, sachant que tu as beaucoup de boulot. Ouais, mais il est animateur, il dort jamais. C'est comme ça que ça marche Je normalement. dors peu, c'est vrai, c'est réel. En ce moment, en tout cas en ce moment, ouais, il y a des périodes. Il y a beaucoup de production à faire. Je suis sur plusieurs projets, donc c'est un peu compliqué, mais Aucune que tu peux annoncer pour le moment. pour le moment, moi, ce que je peux, là, il y a des choses que j'ai terminées, donc comme on avait discuté un petit peu auparavant, qui sont My Hero Academia, qui ont été finies à peu près fin de l'année, vers l'année dernière, et Osama Ranking aussi. Et récemment, donc il y a eu d'autres choses qui se sont faites. Je peux pas trop en parler. Éventuellement, je peux peut-être communiquer sur le fait que éventuellement, je travaille actuellement sur One Piece. Ah, Oh, pas tu des fais moindres. quoi? Peut-être, je suis animateur clé dessus. Donc La classe. je gère une séquence. Et combien de temps il se passe entre... Parce que bon, il y a plein de choses que tu as fait là, mais qu'on va découvrir dans combien de temps? Combien de temps il se passe généralement entre le moment où tu finis et le moment où c'est diffusé? Ça peut varier d'un extrême à l'autre. Par exemple, j'ai travaillé sur un long métrage au tout début de ma carrière qui n'est toujours pas sorti. Et puis, des fois, je peux travailler sur des épisodes d'animé qui sortent la semaine prochaine. Donc c'est très variable. Et le début de ta carrière, c'est quoi? Début de ma carrière, c'est il y a à peu près 5-6 ans. Ah oui, quand même. Et Ouais, qu'est-ce qu'ils en en tout font, cas, de ma carrière au Japon. Mais le film, il est toujours prévu ou... Il peut y avoir des soucis de financement, il peut y avoir plein de choses en fait, et on ne sait pas vraiment comment les choses peuvent aboutir. Au final, un projet, ça reste toujours quelque chose d'assez fragile, surtout quand c'est des projets originaux, qu'il y a un financement, etc. Il y a toujours quelque chose qui peut casser et qui fait que la prod ne pourrait pas continuer, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ont aussi pas pu voir le jour au Japon. Ouais. Ça, on avait connu parce que quand on avait fait Otomekan Animé avec le studio Yondoshi, ils travaillaient sur un film de la trilogie Project Ito. Mhm. Et entre le moment où on a filmé chez eux et le moment où ils ont fini, la trilogie, il n'y avait plus que 2 films parce qu'il y avait un studio Ils ont changé la vie. qui avait fait faillite et qui n'avait pas pu donner son film. Donc c'était une trilogie en 2 films. On va dire que le budget, c'est un peu les points de vie du projet, et si ça disparaît trop tôt, ou qu'il y a un incident, c'est foutu, quoi. Et du coup, concrètement, dans ta vie au quotidien, c'est genre tu bosses de chez toi, tu bosses dans un studio, Ça peut varier. En général, j'ai tendance à bosser de chez moi. Récemment, parce que j'ai beaucoup travaillé de chez moi, j'aime bien aussi travailler à l'extérieur, c'est-à-dire aller dans des cafés. Il y a pas mal au Japon d'endroits où on peut se poser pour travailler, donc des cafés, des lieux de télétravail qui sont pas très chers et qui sont assez confortables. Donc il y a plein d'options. Et sinon, quand j'ai l'occasion, je bosse aussi en studio. Bosser en studio, c'est sympa aussi. J'aime bien, en général, si j'ai l'opportunité, y aller 1 à 2 fois par semaine. Ça permet de prendre un peu le bain, de parler aux gens sur place, d'échanger, puis ensuite de rentrer travailler, de se concentrer plus sur le rush. Parce qu'il y a aussi tout un truc très solitaire dans le métier d'animateur, qui est vraiment de se confronter soi-même à la tâche, quoi. Et les dessins doivent tomber, et ça, il faut pas parler, il faut juste dessiner. et ça veut dire quoi? Ils vont te dire, tiens, il faut que tu fasses la minute, enfin de la seconde 27 à 38, telle scène, telle. Ça dépend des studios. Alors, tu as des studios qui peuvent te laisser le choix en t'envoyant le storyboard, en te laissant choisir. Globalement, ils le font à peu près tous.
Puis certains studios vont te proposer des séquences. Tu peux toujours dire par exemple non, j'aimerais faire plutôt cette séquence ou cette séquence. Mais globalement, on a une certaine liberté. On t'envoie un script et tu dis moi je veux faire ce morceau-là. Exactement. De ouf. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et j'ai envie de dire, c'est même étonnant parce que c'est premier arrivé, premier servi. Donc, sauf exception faite dans certaines productions où c'est vraiment un animateur particulier qui va prendre une séquence particulière et qui vraiment la réserve, etc. Mais sinon, la plupart du temps, c'est assez libre à ce niveau-là. Donc là, pour ceux qui ne comprennent pas forcément, tu ne travailles pas que pour un studio, tu es animateur freelance et tu travailles pour plein de studios différents. Là, actuellement, tu viens de dire que tu travailles pour One Piece et demain, tu peux peut-être travailler pour un autre studio qui n'a absolument rien à voir. Complètement. Et donc voilà, Et c'est pas limité qu'au Japon, effectivement. Donc j'ai ma partie principale où je travaille pour le Japon. Et après, je travaille aussi pour différentes productions européennes aussi, américaines, enfin à peu près tous les pays. J'ai vraiment eu des demandes de toutes les régions du monde. Et donc ça peut être autant pour de la publicité que pour de la série. Récemment, j'ai participé aussi à un épisode de Wakfu, donc avec Malek qui était à la direction. Donc voilà, ça arrive aussi. Et du coup, ça veut dire qu'il y a plein de gens comme toi, vous choisissez les séquences et après, il y a un réalisateur qui récupère chaque bout de séquence. Un directeur qui de les l'animation, assemble. je pense. Alors en Ou un fait, directeur d'animation. pour expliquer un peu le fonctionnement, en gros, en tant qu'animateur, on va nous fournir un storyboard, donc on va choisir cette séquence. En général, elle peut aller, je dis un truc général, mais ça va de 10 à 20 plans. Le minimum pouvant être 5 plans, le maximum pouvant être 30 plans, mais en moyenne, on va dire 10 à 20 plans. Et on prend ces 10 à 20 plans et on les anime. Donc on a un storyboard qui est plus ou moins détaillé. Donc encore une fois, ça dépend du réalisateur. Des fois, c'est très très rough, très difficile à lire. Des fois, c'est ultra clean et les intentions sont très claires. Et du coup, on part de ce storyboard papier qui n'est pas animé, hein, c'est vraiment. Et on commence à dessiner les frames d'animation, enfin chaque plan. On prend chaque plan et on fait la séquence d'animation. On envoie les plans si possible au fur et à mesure de façon à ce que la production puisse les traiter le plus tôt possible et faciliter la production. Et une fois que c'est envoyé, il y a une phase de correction. Donc la phase de correction, elle passe par, normalement dans une production, on va dire classique, par 3 étapes. Donc il y a le Enshotsu, le directeur d'épisode. Il y a le Sakkan, donc c'est le lead animateur, le chef animateur. Et il y a le Sosakan, qui est en général le character designer de la série, qui lui vient vérifier, entre guillemets, on va dire les différents détails au niveau du visage, etc. Donc voilà comment ça se passe. D'accord. Et toi, quand tu es animateur clé, tu as un regard sur le travail des intervallistes? En fait, on communique avec les intervallistes et avec la production par le biais d'une timesheet. Donc c'est par là que vont passer les informations. Donc c'est aussi sur le dessin qu'on va marquer certaines annotations. Et la timesheet, elle va permettre aussi de dire, par exemple, tel dessin, je le veux à tel moment. Là, je veux, par exemple, un intervalle à ce moment-ci. Et de cette façon-là, oui, on communique nos intentions aux intervallistes. Bien sûr, ces intentions doivent être validées par le réalisateur, par les Sakkan, Sakkan et Sakkan, et c'est comme ça que ça fonctionne en général. Toi qui es français, tu parles japonais ou pas? Très peu, je maîtrise encore peu la langue parce que j'ai pas eu l'opportunité d'apprendre avant et après le rush du travail fait que c'est très compliqué de débloquer du temps. Il pour vient ça. quand même de nous sortir tous les noms des différents intervenants sur un dessin animé en japonais. J'imagine bien, mais du coup, pour peut-être communiquer avec tes collègues, comment ça se passe en anglais ou... En général, on arrive à s'arranger. La plupart du temps, j'utilise des outils de traduction parce que souvent les messages sont envoyés à l'écrit. Et lorsqu'il y a des réunions de briefing, je m'arrange avec des contacts que j'ai pour pouvoir faire ces réunions en traduction. Et des fois, il se trouve que les studios mettent en place aussi des gens qui sont capables on va dire, mettre en place des interprètes pour qu'on puisse communiquer avec les réalisateurs. Donc tu as des studios maintenant qui travaillent beaucoup avec les étrangers. Donc il y a notamment MAPPA qui est connu pour beaucoup travailler avec des animateurs étrangers, même depuis la France, hein, depuis d'autres pays aussi. Et eux ont des interprètes anglais-japonais qui permettent la traduction. Alors la traduction en fonction des interprètes n'est pas toujours au top, mais ça permet de comprendre les intentions principales. Et en général, ça pose pas de gros problèmes. Donc voilà.
pour revenir un petit peu sur toi et tes débuts, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton parcours, peut-être scolaire, ce qui a un rapport avec l'animation ou pas du tout? Comment ça s'est passé dans tes débuts? Qui t'a fait confiance sur tes premiers travaux jusqu'à arriver au Japon aujourd'hui et avoir fait de cuts sur des très grandes séries que vous connaissez, que vous avez vues très certainement tous. Peut-être d'abord ton parcours scolaire. Bien sûr. Bah, j'ai fait. Bon, on commence par là quoi? Par le bac. Après le bac, ouais, on va dire. En primaire, donc. Alors, le petit Mehdi. j'ai fait. Alors la maternelle. J'ai fait ma maternelle à l'école Romain Roland. Non, non, mais globalement, ensuite à la sortie du bac, je me suis dirigé vers une école de multimédia qui m'a formé un peu aux outils, on va dire 3D, Photoshop, etc. Après, au bout de 3 ans, cette école m'a paru un peu différente des intentions dans lesquelles je voulais aller. Et je me suis orienté plus vers une école d'animation, qui était une école qui s'appelle Supinfocom, qui a changé de nom pour le nom Rubica maintenant, et qui était une école de 3D. Donc, à l'issue de cette école, on avait un film de fin d'études à réaliser. Et ces films de fin d'études étaient souvent sélectionnés dans différents festivals. Il se trouve que le film sur lequel j'ai participé a été sélectionné dans un festival à Nagoya. Donc, pour moi, c'était entre guillemets, j'avais pas vraiment à l'époque un intérêt extrêmement marqué pour le Japon. J'aimais beaucoup certains animés, mais j'étais pas plus que ça dans l'optique de me dire je vais travailler au Japon. J'étais plus dans l'optique d'aller travailler à Londres parce qu'il y avait tous mes amis et des gens de mon école qui travaillaient là-bas. Et donc mon film a été sélectionné, enfin le film de mon équipe a été sélectionné au festival de Nagoya. Et donc avec le chef d'équipe et moi, on a décidé de partir à Tokyo pour assister à ça. Et là, pour moi, ça a été un petit peu un choc parce que en arrivant dans le pays, il y a eu tout un tas de souvenirs de mon enfance qui m'ont parlé immédiatement. Tout simplement, rentrer dans un combini, c'est comme rentrer dans un centre Pokémon, quoi. C'est un petit peu, il y a ce truc, cette petite musique, il y a il a eu des souvenirs de sa vie d'avant. Ouais, non, c'est vraiment des choses, en fait, oui. Alors, les animés, t'as retrouvé les animés, en fait. Exactement, ouais, mais des choses qui sont dans l'enfance un peu cachées, quoi, qu'on a presque oubliées et qui font cet effet-là. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart de mes amis ressentent ça aussi en arrivant au Japon. Même des gens qui sont pas spécialement fans du Japon, ils ressentent ce petit truc qui leur parle depuis l'enfance. Donc moi, ça m'a fait cet impact-là. Puis j'ai aussi découvert des gens qui m'ont beaucoup plu, la façon dont ils traitaient les choses, la façon dont ils voyaient la partie artistique, etc. Et du coup, je me suis dit, puisque j'ai un métier qui me permet de faire ça, je vais décider de peut-être passer une petite année au Japon. Donc j'ai commencé dans un petit studio d'animation 2D 3D qui n'était pas vraiment très connu. Puis au fur et à mesure, en fait, j'ai pu me faire des contacts dans des plus gros studios. Et donc tu as prévu de partir 1 an et tu es parti il y a... Ça remonte à peut-être 5-6 ans, ouais. T'as raté ton plan alors, hein. Exactement, ouais. J'ai complètement échoué. Mais donc, on va dire que par la suite, en gros, c'est grâce au studio Yapiko que j'ai été en contact avec l'animation japonaise, avec notamment Eddie Meong, qui a été un biais entre justement ce que je faisais déjà pour des productions européennes et des productions japonaises. Parce qu'à l'époque où je l'ai rencontré, je travaillais en freelance aussi pour des boîtes européennes en animation 2D. Et Eddie m'a proposé de travailler en premier sur Space Battleship Yamato à l'époque. Donc c'est la première production que j'ai faite. Les OAV. C'était, il me semble, ouais, c'était 2022, je crois, le numéro, il me semble. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que, en fait, j'ai détesté travailler. T'as détesté? Ouais. Alors, en gros, c'est pas la production qui m'a déplu. Au contraire, les designs, l'art, je trouvais ça énorme. Mais c'est le process où on devait remplir une timesheet, où on devait fonctionner très papier, en fait. Alors que moi, j'avais l'habitude de travailler sur des formats vidéo où on exportait des vidéos et puis c'était fini. Et le processus d'écrire en japonais, tout ce qui était très papier, qui demandait vraiment un temps fou, pour moi, ça m'a paru extrêmement difficile à prendre en main et du coup, j'ai pas du tout aimé. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est la dernière fois que je bosse sur des productions japonaises. Bon, vous connaissez la suite, j'imagine. Mais puis ensuite, il y a Eddie qui est venu me voir et fait, bon, t'es sûr que tu veux plus travailler sur des prods japonaises? Parce que là, il y a le film Dragon Ball qui recherche des gens. Mais non. En gros, à la base, ouais, c'était la série et puis finalement, c'est devenu le film. Et j'ai fait, Dragon Ball quand même. Et puis c'est comme ça. C'est à côté de ça, quand même. Exactement. Et en fait, j'ai décidé d'accepter. Et en fait, j'ai énormément aimé cette participation. Et tu t'es habitué au timesheet?
Bah, disons que c'est toujours resté un peu ma bête noire. Maintenant, je me suis beaucoup plus habitué, évidemment, depuis la carrière. Mais disons que c'est longtemps resté une bête noire pour moi. Mais le plaisir que je prenais à dessiner, plaisir que je prenais, on va dire, à travailler sur ces productions, à être corrigé, à apprendre aussi de ces productions, en fait, je me suis dit, bon, c'est un prix à payer un peu dur, mais j'accepte. Quand tu parles de film Dragon Ball, c'était Dragon Ball Super Broly. Il se trouve que c'était Dragon Ball Super Broly, D'accord, ok. ce film. Eh ben, Vous avez pu le voir le film, mais qu'est-ce que vous en pensez si c'est le cas? Super Broly. Ouais, vous. Moi j'aime bien. Ce que je trouvais bizarre dans ce film-là, c'est qu'il y a des styles d'animation assez différents quand même. Effectivement, En termes de cohésion du design et tout ça, c'est assez variable. Mais rien de déplaisant. Donc même si c'est pas l'unité n'est pas là, mais le résultat est bluffant. Moi je sais que j'ai bien aimé. ce qui m'a même surpris, c'est la 3D. Il y avait de la 3D aussi dans le film. ouais. Je suis trop partial. Genre, si c'est Dragon Ball, je pense que comprends. ça pourrait être dessiné en bâton, je serais content quand même. Donc, mais il y avait des beaux, il y avait des beaux moments. C'est Je clair. me suis demandé si c'était un hommage. Il y a un célèbre épisode de Astro, le petit robot, qui n'est plus diffusé puisqu'il avait été fait en fait à l'époque par des mangaka. Mais des mangaka ultra connus, hein, parce que c'était des Ishinomori, voilà. Sauf que comme c'était des mangaka, ils ne savaient pas animer. Et en fait, bah, d'un cut à l'autre, il n'avait pas du tout la même tête, le Astro. Et donc, du coup, Tezuka a banni ce truc-là parce que. Ouais, pour lui, c'était une abeille. Voilà, mais par contre, quand tu vois le listing, c'est que les grands noms du manga des années 60 qui Il sont. faudrait le dedans. retrouver, ça. Parce que du coup, ce que Jean-François explique, c'est que généralement, dans une production d'animé, il y a des personnes qui sont là pour uniformiser un petit peu le tout. Il y a des gens qui repassent derrière, le réalisateur généralement, qui corrige un petit peu tes cuts. Exactement. Là, dans le cas de Dragon Ball Super Broly, c'était peut-être moins le cas. Ah si, c'était le cas. C'était le cas. Bah, moi, en l'occurrence, je crois que c'était Shintani qui s'occupait de la correction. D'ailleurs, j'ai eu un petit mot sur mon plan. J'étais content à l'époque. Donc, il me semble qu'il me reste une petite frame. Un petit mot de genre correction. bravo. Ouais, un petit mot plus bravo. Ouais, c'était plutôt genre merci pour avoir pris ce plan difficile. Ouais, donc ça fait plaisir. Moi, il y a un truc qui me perturbe. Tu as dit il faut remplir les timesheets en japonais. Mais avant, tu as dit je parle pas japonais. Alors, comment tu fais pour écrire japonais? Parce que souvent, il y a des gens qui parlent japonais qui n'écrivent pas, parce que le japonais écrire, c'est une tannée. Alors, pour répondre à ça, lorsque je suis arrivé au studio Yapiko, donc il y avait, c'est le studio qui était dirigé par Eddie Meong au Japon. Il y avait aussi à l'époque Ken Arto, qui était un franco-japonais qui a travaillé, fait des stages, comment dire, dans des gros studios d'animation et qui a travaillé un certain temps en tant que intervalliste. Et en fait, il faut savoir que le métier d'animateur, normalement, on l'apprend aussi en tant qu'intervalliste. C'est-à-dire que pour apprendre les timesheets, il faut faire de l'intervalle en amont. Moi, ça n'a pas été mon cas. Donc j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin Ken qui m'a beaucoup appris comment fonctionnaient les timesheets, qui m'a expliqué ce qu'il fallait écrire en japonais, etc. En fait, il n'y a pas tant de choses que ça à écrire en japonais, il faut juste connaître, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Ouais, tu as appris Et du coup, j'ai appris. spécifiquement les vocabulaires Voilà. nécessaires. Mais ça rend le remplissage des timesheets extrêmement compliqué. Déjà de base, c'est quand on connaît pas, c'est un peu délicat. Et après, en plus de ça, en fait, ça paraît simple par la suite, mais au début, c'est un peu choquant. Et après, en plus de ça, quand on rajoute aussi la difficulté de la langue et le fait d'écrire des kanji ou des hiragana, des katakana, alors qu'on n'a jamais eu l'habitude de le faire, c'était triple apprentissage, quoi. Mais c'était, au final, je regrette pas du tout parce que c'était dans la difficulté, mais j'ai énormément appris et maintenant, c'est un plaisir. Tu as travaillé sur plein de projets, tu as parlé du studio Yapiko, de Dragon Ball. Est-ce qu'il y a d'autres travaux un petit peu majeurs sur lesquels tu as bossé, dont tu n'as pas forcément parlé depuis le début? Alors, My Hero Academia, évidemment. J'ai eu l'occasion de bosser sur différents. En fait, en tant que freelance, on est facilement amené à travailler sur différentes. On est facilement démarché déjà, souvent sur Twitter, pour travailler sur différentes prods. Et moi, j'ai pu travailler un peu sur One Piece par le passé, sur My Hero Academia, sur sur City Hunter, Private Eyes le film, sur Boruto, aussi j'ai fait un jingle sur les 20 ans de Naruto. C'était un petit qui était diffusé sur la place de Shinjuku. Et puis plusieurs autres choses. Il se peut que j'oublie pas mal de choses, mais ouais, globalement, c'est les plus connus. Quand tu dis j'ai travaillé sur City Hunter, Shinjuku Private Eyes ou Dragon Ball Super Broly, à la fin, ton travail, ça représente combien de temps dans le film? Ah, c'est quelques plans, c'est pas grand chose. Parce C'est que quelques en secondes. tant que freelance, en fait, il y a deux types de formes. En fait, moi, j'étais sous une forme freelance, ça veut dire que je
je prends des plans, des séquences sur différentes productions. Maintenant, il y a la possibilité aussi de se mettre au sein d'un studio et là de prendre une grosse partie, c'est-à-dire de travailler pendant une année ou deux sur la même série et là du coup de travailler d'avoir plusieurs séquences sur différents épisodes, etc. Ouais, quand tu parles de plans et de séquences, concrètement, pour les béotiens que je suis moi, par exemple, Les ça gens qui nous représente des regardent ne minutes, font des pas. secondes, des heures. Alors, une séquence en général, ça peut aller de 10 secondes à 1 minute, quoi, pour donner un peu un ordre d'idée. Donc ça varie vraiment du rythme. Et dans Super Broly, par exemple. Super Broly, par exemple, moi c'était une très petite séquence parce qu'il fallait que je commence sur quelque Ouais. chose qui était nouveau. Il me semble que c'était donc la partie sur laquelle j'ai animé, c'est la partie où il y a Sangoku et Vegeta qui parlent tous les deux de Golden Freezer, de Freezer en tout cas de sa forme Golden, et on le voit apparaître en mode Golden en flashback. Et du coup, c'est une petite partie qui a duré quoi, peut-être 10 secondes, quelque chose comme ça. Et du coup, après, tu regardes l'animé avec tes potes et tu dis, tu vois là? C'est Ouais, moi. sur le moment, c'était assez fou. En fait, au début, maintenant, ça me fait beaucoup moins ça parce que, bon, on a quand même envie de voir ses plans et de vérifier s'ils sont bien passés. C'est plus ça. Se dire, ah, est-ce que j'ai réussi à faire quelque chose qui fait que ça passe bien au final? Mais sur le moment, quand j'ai vu mes plans au cinéma, bah, j'étais super content. Je me suis dit, waouh, j'ai été payé pour dessiner du Dragon Ball. Ce que mes profs me disaient de pas faire, et là, là, je le fais, quoi. C'est fou. Tu disais c'est premier arrivé, premier servi. J'imagine quand même que les réalisateurs, ils vont faire appel à certains animateurs en premier, en se disant que eux seront capables de faire les scènes les plus compliquées, parce que c'est Potentiellement. pas la même chose d'animer deux personnages qui parlent ou une scène de combat où ça bouge dans tous les sens avec des rotations et compagnie. Bien sûr, en général, oui, bien sûr, s'il y a des animateurs de renom qui proposent de participer, on va en premier lieu leur confier le storyboard pour qu'ils choisissent leur partie. Mais ça reste assez rare. Il faut savoir aussi que maintenant, on est dans une phase de l'animation où il y a un réel manque d'animateurs au Japon. Et en fait, on le ressent parce que il y a beaucoup de productions qui finissent par démarcher des gens sur Twitter qui ne sont même pas forcément animateurs de métier et qui finissent par devenir rentrer dans le milieu de l'animation en pratiquant entre guillemets sur le tard. Il y a donc ce manque d'animateurs en fait fait que ça contacte beaucoup de gens même à l'étranger. Et en même temps, il y a un phénomène aussi d'augmentation des salaires des gens qui ont une certaine expérience. C'est-à-dire que dès qu'on a un certain nombre d'années d'expérience, on peut vraiment augmenter son salaire dans l'animation japonaise et avoir effectivement bien, ça. Un bien meilleur salaire que Parce ce qui- qu'il y avait toujours cette réputation que les animateurs, ils ont du mal à vivre, qu'ils travaillent beaucoup et que ça reste difficile même s'ils travaillent beaucoup. Bah, en fait, oui, c'est le cas. D'ailleurs, c'est encore le cas pour certaines personnes. Je pense qu'il y a une vraie différence entre les gens en fonction de la façon dont ils négocient, des studios avec lesquels ils travaillent. Il y a des différences entre les studios, oui, effectivement. On peut avoir des cas complètement différents. C'est clair. Est-ce que tu as parlé de beaucoup de travaux différents sur lesquels tu as bossé? En 5-6 ans, tu as fait déjà beaucoup de choses et bravo. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a plus marqué qu'un autre? Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, il y a un projet qui m'a beaucoup marqué et qui a été une vraie épreuve et en même temps un grand plaisir et j'ai beaucoup appris dans ce projet. Bah, c'était un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, on va dire, après Dragon Ball Super Broly et après Space Battleship Yamato. Ça a été un studio avec le studio 4C. Ça a été, je peux pas dire la production, mais j'ai travaillé avec le studio 4C et c'est quelque chose où j'ai beaucoup appris avec des senpai qui ont pris le temps de nous expliquer la façon dont il fallait dessiner, comment aborder les choses, avec vraiment le plaisir de partager les choses. Donc pour nous c'était extraordinaire parce qu'on avait quelqu'un qui avait une grande expérience du métier, qui nous a vraiment, à l'époque j'étais avec Ken aussi, Ken Arto, on travaillait tous les deux dessus, qui nous a vraiment donné entre guillemets communiquer cette façon de dessiner, cette vibes aussi. C'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Petite question, parce que tout à l'heure on dit que tu es animateur 2D, tu fais tout sur ordinateur, tu passes par une étape papier avant Alors, il faut savoir qu'au Japon, de façon classique, beaucoup d'animateurs travaillent encore sur papier, mais de toute façon, il y a de plus en plus de jeunes animateurs qui basculent sur tablette parce que c'est beaucoup plus facile pour envoyer les plans, c'est beaucoup plus facile pour travailler de chez soi, c'est plus Tu peux facile. faire le premier dessin en papier, le scanner et après... Aussi, certains le font. Mais globalement, moi, j'ai toujours été habitué à travailler sur tablette et du coup, ça n'a pas posé de problème. Parce qu'au final, tant qu'on envoie des JPEG avec les PEG bars aux bons endroits, c'est ce qu'il faut pour la production.
Avec les peg bars. Alors les peg bars, c'est très connu. Enfin, c'est très bah connu, en oui, même temps, c'est c'est trop pas très connu, connu. Ce sont les trous qu'il y a en haut des feuilles d'animation qui permettent de faire tourner les feuilles d'animation sur papier à la base et qui permettent aussi de caler le dessin de façon à ce que si je bouge ma feuille de quelques millimètres, le dessin ne fasse pas des sauts, quoi. Donc c'est vraiment ces petits trous qu'on a en haut des feuilles d'animation qui... Peg bar. peg bar, exactement. Je Désolé. m'endormirai moins qu'on se soit. Je parlais Thomas un petit peu tout à l'heure des conditions de travail des animateurs au Japon. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses un petit peu d'idées préconçues des gens, notamment surtout en France où on est assez loin, on voit pas vraiment ce qui se passe. C'est quoi ta réalité à toi? Est-ce que tu dors vraiment 2 heures par nuit et tu as des cernes comme pas possible? Est-ce que tu es payé au lance-pierre ou pas? Comment ça se passe dans ton cas qui On n'était enverra pas le... ça à tous les studios. Alors, dans mon cas, moi je travaille avec un studio extrêmement tyrannique, il faut le savoir, qui est moi-même en fait, puisque je suis freelance. Et en étant freelance, en fait, je vais choisir des projets beaucoup avec le cœur et souvent surcharger un peu plus que ce que je pensais. Donc, ce qui m'est beaucoup arrivé ces derniers temps, j'essaie justement de diminuer ça. Donc, effectivement, en tant que freelance, c'est à nous de juger, de jauger en fait. Sur notre Tu emploi du décides temps. de ta masse de travail, quoi. Voilà, exactement. Et des fois, on va se dire, on a quand même envie de travailler sur cette production, on ne savait pas qu'elle allait sortir, elle est trop cool, ça nous rappelle certaines choses, on a envie de travailler, de prendre quelques plans dessus. Et au final, on se met dans la difficulté, donc il faut faire attention avec ça. En fait, plus on est passionné, plus c'est difficile de se limiter sur ces choses-là. Mais globalement, si on veut maîtriser en tant que freelance, on peut travailler correctement. Après, tout est dans la négociation du salaire. Il faut savoir négocier, il faut aussi savoir ce qu'on apporte à la boîte. Mais globalement, on peut s'en sortir correctement. De façon générale, je pense que le plus stable pour un animateur, c'est de travailler en full-time. Surtout quand on commence, de commencer en tant qu'intervalliste. Par exemple, quelqu'un qui veut commencer l'animation, commencer en tant qu'intervalliste, avoir un salaire fixe. Et c'est la bonne façon, je pense. Ok. Bon, tout ça, c'est des trucs, des considérations hyper techniques et tout, mais de ouf. T'as rencontré qui? Ils sont comment? Ils sont sympas? Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer... Il y a des gens qui t'ont marqué? Ouais, il y a notamment les gens avec qui j'ai travaillé à 4C, donc j'ai pas les prénoms en tête, mais j'ai le nom de famille uniquement. Enfin, en fait, je l'ai avec le... Donc en gros, il y a Aoki-san, qui était notre senpai sur la production. Je sais pas si je peux vraiment dire, en l'occurrence, s'ils ont... Parce que comme c'est pas été annoncé, le film, etc. Dis rien. Ok. Oui, il y a des gens qui m'ont marqué. Là, plus récemment, par exemple, il y a Yoshimichi Kameda, avec qui je vais travailler à Wit Studio, qui m'a pas mal marqué parce que j'ai travaillé avec lui sur Osama Ranking. Et il a un style qui me rappelle vachement un peu ce style des années 80 qu'on peut trouver sur Lamu, etc., que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, et le fait qu'il m'ait proposé de join le projet, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fait très plaisir parce que j'aimais beaucoup ses corrections, j'apprenais beaucoup de ce qu'il faisait et du coup, je suis assez impatient de travailler avec lui. Ça devrait commencer en janvier. Ok, très bien. Pour terminer un petit peu, sur quel projet ou quelle licence tu rêverais de travailler dans le futur? T'as fait surtout sur Dragon Ball, je pense que c'est un Dragon Ball, il rêve. n'y a plus rien. Plus rien. Hero Academia, c'est quand même aussi une très grosse licence. Est-ce qu'il y a peut-être des licences comme ça de cœur Ou des mecs avec qui tu rêverais de travailler? aussi? Ouais, potentiellement, je pense que s'il y avait quelque chose qui se faisait autour des œuvres d'Urasawa, parce que j'ai énormément aimé Pluto en fait. Il faut savoir que j'avais pas une grosse connaissance des œuvres d'Urasawa avant Pluto, et lorsque j'ai vu Pluto, ça m'a marqué. Et j'ai des potes qui m'ont fait mais t'es en retard. Je fais ouais, j'ai l'impression. Et du coup je me suis un peu penché sur le sujet et en effet ça m'a énormément marqué. Du coup par exemple 20th Century Boys, si ça devenait un animé, ça serait... un homme de goût, n'est-ce pas? C'est ça. Un homme de goût. Il disait qu'il aimait bien les trucs façon années 80, donc Voilà. c'était déjà pas mal. Et d'ailleurs il y a un français Ilias s'apprend. Moi aussi. je sais pas si Il y a un Français. je sais pas si vous avez vu ça tourner sur Twitter, mais il y a un français qui a fait un fan trailer hyper bien fait de 20th Century Boys qui a beaucoup buzzé sur internet. Il est excellent. Et qui a été remarqué par l'auteur. Exactement. Qui a repartagé derrière. Exactement. Il a été repartagé par Urasawa. Il a dû être content ce jour-là. Exactement. Ah mais c'était très bien fait. On l'affiche à l'écran actuellement d'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Plaisir partagé. S'il y avait juste un truc là pour ceux, parce qu'il y a plein de jeunes là, de gens qui rêvent
de venir travailler au Japon, notamment dans l'animation. Ça Bien fait sûr. rêver. Est-ce que tu aurais genre the conseil, le truc là à dire en 2 secondes pour si vous venez, bon courage, venez pas au secours, enfin quelque chose quoi. Bah, déjà, il faut avoir une certaine passion du dessin, de l'animation. En tout cas, je parle pour le domaine de l'animation. Et faire ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire apprendre le japonais avant de venir. C'est très important. Donc ce sera le conseil. Ah oui, ça aidera beaucoup, ça ouvre beaucoup de portes, ça facilite les contacts, c'est très important. Et vous remplirez les timesheets plus facilement. Exactement. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Mehdi Merci, Mehdi. d'être venu, de nous avoir parlé un petit peu de ton métier, de ton travail. T'as pas beaucoup de temps, donc c'est vraiment un honneur, je pense, de Peut-être t'avoir. un jour tu viendras à Japan Expo. Avec plaisir. Eh ben, je pense Parler que de tout l'invitation est envoyée. Tu viens quand tu veux, je pense, et ce sera, je pense, pour le mieux. On a hâte de t'y voir, en tout cas. On a très très hâte. Mais avant de terminer, en route pour Japan Expo, vous connaissez la tradition maintenant, c'est les annonces de la semaine. Et comme d'habitude, il y en a. C'est parti, jingle. Les annonces, vous avez l'habitude, c'est le quotidien d'En route pour Japan Expo. Et cette-ci, même si on est au Japon, ben, on ne déroge pas à la règle. Il y a plein d'annonces à faire pour Japan Expo. C'est le quotidien d'une émission qui a lieu tous les 15 jours. Oui, Enfin, bref. certes. Alors en avant-première, vous avez appris que maintenant Ilias Maintenant, tiendra on va que faire les une quotidiennes. Allez, on y va pour les premières annonces, messieurs, si vous le voulez bien. Bah, c'est pas les premières annonces, c'est des annonces. Les premières annonces de la soirée. Il y en a Ah oui. plusieurs. Ah oui, d'accord. Parce qu'on a déjà fait des annonces Évidemment. Mais on continue, de il y a Japan plein de Expo choses. Sud. On accueille aussi Mad Squad, qui est un groupe de cover dance K-pop et qui a pour but de transmettre la passion de chacun de ses membres. Ils ont des Ils shows sont le actifs depuis 2018 Voilà, et et ils font des choses sur Sakura. Sakura le samedi et les 3 jours ils feront des K-pop random play dance, des K-pop dance workshop, donc vous pourrez vous entraîner à danser sur de la K-pop et je sais pas ce que C'est un blind test. Ah, d'accord. Parce qu'un K-pop, blind de test, Voilà, non. un K-pop c'est un blind test. Alors test. blind test, je connais. Bind test, parce que to bind, c'était un peu bizarre quand même. Ça finissait C'est en parce en qu'ils font du shibari, K-pop bondage, c'est voilà. un nouveau concept. Donc ils feront des blind tests K-pop. Blind test, oui. Et on va retrouver un autre artiste Super musical sympa. qu'on a vu cet été à Japan Expo Paris, c'est Shaodo. Donc c'est un rappeur et auteur de manga. Il est anglais ou américain? Anglais, je crois. Et donc il est capable de rapper en anglais, en japonais. Il avait mis le feu cet été. Ouais. Donc on est très content de le revoir là. Et il était accessoirement super sympa. En plus très accessible et tout. Donc, et il a même composé une chanson originale pour Fortnite. Voilà. Et il sera présent les 3 jours en showcase sur Sakura et en dédicace Sur Sumire. sur Sumire. Et on continue avec des initiations et démonstrations. Les arts martiaux, ça fait partie inhérente de Japan Expo. Et à Japan Expo Sud, on aura le plaisir d'avoir le karaté dojo marseillais. Ouais, c'est pas sympa, tu me laisses l'autre. J'ai choisi. Qui viendra donc évidemment faire découvrir le karaté, l'art martial le plus connu du Japon. Bon, il y a le judo quand même. Ah, Ça, je suis savais pas que ça te plairait de c'est- le dire parce que tu Non, es non, non, judoka. voilà. Voilà. Ah, Et faut donc, pas déconner. Une Et- autre voilà. fédération, Alors, association l'Aikido Ligue PACA FFAAA. pour Fédération française d'Aïkido, Aikibudo, Kinomichi et discipline associée. T'as vu, je t'ai Voilà, merci beaucoup. Et qui donc se pratique à c'est un art martial quoi. Il se pratique à main nue, se base sur diverses saisies et attaques. C'est de l'aïkido quoi. Se pratique à main nue et se base sur diverses Non, mais c'est saisies et comme attaques. quand on demandait à Mehdi d'expliquer l'animation, les cuts et tout ça. Il faut que tu imagines que tout le monde Donc, ne sait pas ce ils que c'est que vont, l'aïkido. ils vont présenter et initier à l'aïkido qui se pratique à main nue et se base sur diverses saisies et attaques tout en intégrant des armes traditionnelles japonaises en bois. Voilà. Et c'est les annonces pour ce soir. Voilà. C'était très très bien. On a hâte de voir tout ça pour Japan Expo Marseille, Voilà. qui aura lieu En musique. Du 8 au Au 10 10 mars, mars 2024. 2024. Et oui, Très on bien. sait. Le rendez-vous est pris, messieurs, dames. Tu viens? Je viens avec plaisir à Marseille pour Japan Expo. Bien écoutez, on arrive sur la fin de l'émission. Mehdi, encore une fois, merci pour le temps que tu nous as accordé. Ça C'est fait un plaisir plaisir parce que
Être au Japon, ça permet d'accueillir des gens qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Exactement. C'était ça l'idée de l'émission. Et Mehdi, merci d'être venu. Merci d'être Merci à venu. vous, c'était un plaisir aussi. Et ravi de t'avoir rencontré. Et effectivement, moi aussi, de même. Et on a hâte de te voir à Japan Expo aussi. Tu viendras Avec nous plaisir. voir en France. Tu pense que ça fais fait- pas partie de la Franzujin Connection? Plus ou moins, ouais, si. Plus ou moins, ça ouais. fait. On fait pas mal À de l'époque, choses à avec l'époque, eux, il y ça avait, fait- ouais, il y avait pas mal de réunions, donc ouais, j'y allais régulièrement. Donc, ouais. D'accord. Avec la pandémie, on s'est un peu perdu de vue, mais c'est vrai Exactement. que... Bah, ça s'est un peu arrêté et ça reprend sous une autre forme maintenant. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Encore un autre Thomas. qui Mmh. était- Ouais, il y a plein de Thomas. C'est plus Thomas, mais je vous expliquerai un peu. Ça marche. C'est pour notre émission. L'émission est finie. Et avant quand même de terminer l'émission, on remercie Bailly qui nous a prêté les locaux pour le tournage. On rappelle 10% par le lien qui est dans le chat actuellement. Vous cliquez sur le lien, vous avez 10% pour les premiers achats, pour le premier achat, Voilà, vous créez à la création de votre compte. la création du compte. Votre premier achat. Donc voilà, n'hésitez pas à passer Alors, votre premier paiement. 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 Très bien. Eh bien écoutez, merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission qui sera aussi au Japon. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tous les réseaux sociaux de Japan Expo pour ne pas louper les différentes annonces. Aussi, n'hésitez pas à les suivre. Mehdi Awishawi, comme ça se prononce plus ou moins, Awishawi. Ouais, globalement. Sur, sur Twitter, Instagram, c'est tout. On mettra Twitter, les liens. Instagram et TikTok. On donnera je les crois liens dans. Il y aura le lien dans le chat. Voilà. Il y aura le lien dans le chat pour les réseaux sociaux de Pour ceux Mehdi. qui n'ont pas vu le début, parce que tu disais ne ratez rien, mais Évidemment. si jamais vous avez raté, il y a... La YouTube. rediffusion sur YouTube. Vous pouvez nous écouter aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Si vous voulez nous écouter dans les transports, en voiture, etc. C'est aussi très pratique. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Ciao. À bientôt.